7. Mon esprit ne s'arrête jamais. Jamais! Que se passe-t-il lorsque les esprits les plus dérangés de l'histoire sont enfin contraints de faire face à la justice? Dans les tueurs en série les plus fous réagissent aux peines de prison à vie. Nous découvrons des affaires glaçantes et des moments choquants au tribunal qui révèlent les profondeurs les plus sombres du comportement humain. Une affaire, celle de Jared Chance, se distingue. Un crime horrible qui défie la logique et l'humanité. Ces réactions vous laisseront sans voix. Commençons. Un crime de classe 1C. 45 à 50 ans à purger consécutivement à toutes les condamnations pour meurtre des chefs d'accusation 1, 4, 7 et 10. Le 11 août 2013, les corps de Juan Uribe Pina et Jorge Caiga Ruiz ont été retrouvés dans un pick-up à Omaha, Nebraska. D'après les informations recueillies par la police, ils avaient été attirés sur les lieux avec la promesse de rencontres sexuelles avec 2 femmes. Ils ont été abattus d'une balle dans la tête avec un fusil de chasse et leurs poches ont été vidées. Le 19 août, le corps de Curtis Bradford a été retrouvé avec une blessure par balle de fusil de chasse à l'arrière de la tête. Le 21 août, le corps d'Andrea Kruger a été retrouvé avec 4 blessures par balle au visage, au cou et au dos. Au début, il semblait que personne ne serait arrêté pour ces meurtres, ou que ces meurtres n'avaient pas été commis par une seule personne. Cela jusqu'à ce que Nico Jenkins soit arrêté pour des accusations sans rapport, avant que des preuves ne le relient au meurtre de ces 4 personnes. Nico Jenkins est né dans une famille bien connue de la police. Les membres de la famille Jenkins avaient été arrêtés à différentes occasions pour des crimes allant de l'agression au mauvais traitement sur enfants en passant par le vol. Quand Jenkins avait seulement 7 ans, il a apporté une arme à feu chargée à l'école. À 17 ans, il a été condamné pour vol à main armée et a été condamné à 18 ans de prison. En 2009, Jenkins a été libéré de prison pour assister aux funérailles de sa grand-mère. Lors de la cérémonie, il a attaqué l'officier qui le surveillait. Il a été libéré en 2013 après avoir purgé 10 ans de sa peine de 18 ans. Malgré le fait d'avoir passé la plupart de son adolescence et de sa jeunesse adulte en prison, il a rapidement commis ses pires crimes après sa sortie de prison. Un mois après sa sortie de prison, les corps de ses 2 premières victimes ont été découverts. Sa 3e victime, Curtis Bradford, était quelqu'un que Jenkins avait rencontré en prison. Les informations ont également révélé qu'il avait pris une photo avec Bradford un jour avant que son corps ne soit découvert. Le 29 août 2013, Jenkins a été arrêté parce qu'il avait proféré des menaces terroristes. C'est au cours de l'enquête que des preuves ont placé Jenkins près du lieu du meurtre de Kruger. 3 jours après son arrestation, Jenkins a avoué avoir tué les 4 personnes. Ce qui était bizarre, c'est qu'il a prétendu avoir sacrifié ses victimes à Apophis, une divinité égyptienne ancienne. Malgré cela, il a été inculpé de 4 chefs de meurtre au premier degré, 2 chefs de vol, 5 chefs d'utilisation d'une arme mortelle pour commettre un crime et 6 chefs de possession d'une arme mortelle. C'est l'une des pires séries de meurtres dans l'histoire de cet État. Chacun de ces meurtres était un acte délibéré et planifié. Jenkins a obtenu un score de 68 à son test de QI et il a été diagnostiqué avec un trouble de la personnalité antisociale. Malgré cela, plusieurs médecins ont déclaré qu'il simulait des symptômes psychotiques et il a finalement été jugé capable de recevoir une peine. Ainsi, en mai 2017, Jenkins a été condamné à 4 peines de mort et à 450 ans de prison. Résurrection soviétique. Au tribunal, Jenkins a affiché de nombreux comportements bizarres, y compris parler en langue et rire. Lors de sa condamnation, il n'a montré pratiquement aucune réaction et a simplement regardé derrière ses lunettes de soleil. Il est apparu avec de nombreux tatouages et mutilations sur le visage, la langue, le corps et la région pubienne. Pendant qu'il attendait sa sentence, il a tenté de se suicider plus de 10 fois. Alors que Nico Jenkins a tiré sur des gens à la tête sur des instructions présumées, Jared Chance a démembré une victime sans défense pour des raisons inconnues. Je ne peux vraiment pas en dire beaucoup, mais... Je ne sais vraiment pas. Je ne sais même pas vraiment quoi dire. Le 29 novembre 2018, Ashley Young, âgée de 31 ans, a disparu. L'une des personnes à qui sa mère a demandé où elle se trouvait était Jared Chance, qui vivait à Grand Rapids, dans le Michigan. Ashley et Chance venaient de commencer une relation amoureuse lorsque Chance l'a invité chez lui. Ils vivaient à l'étage supérieur d'un bâtiment à 2 étages. Au bout d'un moment, ils sont sortis boire un verre. C'était la dernière fois que quelqu'un a entendu parler d'Ashley. Ashley devait rencontrer sa mère pour finaliser le déménagement dans un nouvel appartement. Et quand elle ne s'est pas présentée, sa mère s'est inquiétée. Parce que Christine, la mère d'Ashley, savait qu'elle allait rendre visite à Jared, elle lui a envoyé un message pour lui demander où elle était.
Jared a répondu à Christine en disant qu'Ashley venait de lui envoyer un message depuis le téléphone d'un ami et qu'elle allait appeler d'une seconde à l'autre. Ashley n'a jamais appelé et Christine a commencé à chercher sa fille. La recherche prendrait fin lorsqu'une horrible découverte fut faite chez Jared. 2 jours après la disparition d'Ashley, Mario, le voisin de Jared, a remarqué une odeur horrible provenant du sous-sol de la maison qu'il partageait avec Jared. À son horreur, il a trouvé du sang s'écoulant d'une bâche noire et a rapidement appelé la police. La police a trouvé un torse humain, des cartouches de calibre .22 et des lames de scie. Quand Mario a vu cela, il a dit à la police que Jared possédait une arme de calibre .22 et que la voiture d'Ashley était garée devant depuis un moment. Les enquêteurs sont entrés dans l'appartement de Jared et ont trouvé 2 jambes sans pieds et 2 bras sans mains. Un test ADN a identifié ces parties comme étant celles d'Ashley. Elles correspondaient au torse qui avait été trouvé dans le sous-sol. D'accord, la bâche est posée sur les escaliers, sur les 3 dernières marches. Jared Chance a été arrêté peu de temps après. Très vite, ses parents ont également été arrêtés après qu'un rideau de douche ensanglanté et le sang d'Ashley ont été trouvés dans leur voiture. Jared avait demandé l'aide de ses parents après l'avoir tué et démembré. Il semble qu'il l'ait accompagné pour se débarrasser de sa tête, de ses mains et de ses pieds. Ces parties n'ont jamais été retrouvées. Bien que Jared ait reçu une offre de peine minimale, il a refusé de parler de ce qu'il a fait à Ashley ou de l'endroit où se trouvait le reste des parties d'Ashley. Qu'est-il arrivé à Ashley Young? Je ne peux même pas en parler. Vous ne pouvez pas en parler parce que vous êtes trop ému ou... Je regarde, eh bien... Jared a refusé de faire quoi que ce soit de tout cela, donc il a été accusé de meurtre et de démembrement d'Ashley Young. Au tribunal, Mario a raconté son histoire à la cour. En haut des escaliers, il y a une bâche posée là, et c'est comme il y a un filet de sang dessus. Jared Chance a été condamné à une peine de prison allant de 100 ans minimum à 200 ans maximum. Maintenant, 7 jours par semaine. 7. Mon esprit ne s'arrête. Jamais. Jamais! La mère d'Ashley était pleine de rage lorsqu'elle a fait sa déclaration d'impact sur la victime. Jared est resté sans vie pendant qu'elle parlait. Les parents de Jared ont également été condamnés à 45 jours de prison. Bien qu'il semble que l'action de Jared Chance ait été conçue pour une personne, Daryl Brooks a commis le plus grand délit de fuite de l'histoire. Monsieur Brooks, ne m'interrompez pas ou vous serez transféré dans l'autre salle d'audience. Et maintenant, vous voulez vous asseoir ici et essayer d'ajouter quelque chose qui, vous le savez pertinemment, n'est jamais arrivé. Le 21 novembre 2021, Daryl Brooks a conduit un SUV à travers un défilé de Noël annuel dans le Wisconsin. Il a tué 6 personnes et en a blessé 62 autres. Avant l'attaque, Daryl avait déjà un casier judiciaire bien rempli, remontant à 1999. Brooks avait été condamné à 2 ans de prison alors qu'il n'avait que 17 ans pour coups et blessures. Il a également été diagnostiqué avec un trouble bipolaire. Le jour de l'attaque, Brooks a conduit un SUV rouge dans le défilé de Noël et a renversé plusieurs personnes, alors que l'événement était diffusé en direct. Dans une tentative de l'arrêter, un policier a tiré sur le véhicule, sans succès. L'objectif de Brooks était de heurter le plus de personnes possible. Il a donc zigzagué à travers la foule. Il a tué 5 femmes, un homme et un enfant de 8 ans. Daryl Brooks a été arrêté plus tard ce jour-là. Il a rapidement été inculpé de 6 chefs d'accusation d'homicide volontaire au premier degré, 61 chefs d'accusation de mise en danger imprudente de la sécurité au premier degré et 6 chefs d'accusation de délit de fuite ayant causé la mort. Son procès a rapidement commencé. Lors d'une audience préliminaire, Brooks a demandé à se représenter lui-même. Pendant son procès, Brooks s'est déclaré citoyen souverain, affirmant qu'il ne consentait pas à être reconnu par son nom. À plusieurs reprises, Brooks a été expulsé de la salle d'audience parce qu'il refusait de se conformer au décorum. Il s'est continuellement disputé avec le juge et a refusé de se conformer aux instructions. De plus, aujourd'hui je ne le suis pas, parce que c'est un mensonge. Vous voulez faire un compte-rendu et ne pas être précis, soyons précis sur le compte-rendu. Ah, vous pensez en savoir tant. Daryl a maintenu ce comportement tout au long de son procès. Il a plaidé non coupable à toutes les accusations portées contre lui. 1 an après cette sentence horrible, Daryl Brooks a été condamné. Un jury a déclaré Brooks coupable de tous les 76 chefs d'accusation découlant de l'attaque, y compris 6 chefs d'homicide volontaire au premier degré avec l'utilisation d'une arme dangereuse. Nous, le jury, déclarons l'accusé, Daryl Brooks, coupable d'homicide volontaire au premier degré, tel qu'accusé dans le 2e chef d'accusation de l'information. L'accusé a-t-il commis un homicide volontaire au premier degré en utilisant une arme dangereuse?
Réponse, oui. Alors qu'il recevait son verdict de culpabilité, Brooks avait la tête dans les mains, mais n'a montré aucune autre réaction visible. Sa condamnation était différente. Lors de sa condamnation finale, il a interrompu le juge à plusieurs reprises, malgré les avertissements qu'il avait reçus. Il a finalement dû être expulsé de la salle d'audience. Arrête, maintenant. Et essayez d'ajouter quelque chose qui, vous le savez, n'est jamais arrivé. Vous voulez vous asseoir ici et parler de qui a de la grâce. Et tout ça, vous parlez de quelqu'un avec 5 enfants dont il n'a pas la garde. Vous devez arrêter tout de suite, ou vous serez expulsé. Expulsez-moi, alors. Finalement, Daryl Brooks a été condamné à 762 ans et demi de prison, ainsi qu'à 6 peines de réclusion à perpétuité consécutive. Les actions de Daryl Brooks ont été mortelles. Les actions du tueur en série Richard Ramirez étaient horribles au-delà des mots. Depuis, livré au directeur de la prison d'État de San Quentin, d'avril 1984 à août 1985. D'avril 1984 à août 1985, le traqueur de la nuit a terrorisé la région de la baie de San Francisco, assassinant au moins 14 personnes pendant cette période. Ce tueur était Richard Ramirez. Il a eu une enfance horrible et a subi des mauvais traitements constants de la part de son père. Il a développé des lésions cérébrales et a commencé à consommer des substances à l'âge de 10 ans. Il est rapidement devenu fasciné par le meurtre après avoir vu son cousin, qui était un vétéran de guerre, tuer sa femme devant lui. Lorsque Ramirez a déménagé dans la région de la baie, il s'introduisait souvent dans des maisons pour voler et soutenir sa dépendance aux substances. Il a rapidement commencé à commettre des crimes plus horribles. Le 10 avril 1984, Ramirez a assassiné May Young, une fillette de 9 ans, dans le sous-sol de son immeuble. Il a battu, étranglé et frappé la petite fille avant de la poignarder à mort. Il a ensuite pendu son corps à un tuyau par son chemisier. C'était le début de nombreux meurtres. Entre juin 1984 et août 1985, Ramirez a tiré et tué au moins 9 femmes, 10 autres femmes, et cambriolé plus de 20 maisons. Il a également tiré et tué au moins 20 personnes au total pendant sa série de meurtres en tant que tueur en série. Il avait une grande variété d'armes, y compris des pistolets, divers types de couteaux, une machette, un démonte-pneus et un marteau à griffes. Il a frappé avec la crosse d'un pistolet et étranglé beaucoup de ses victimes, à la fois avec ses mains et, dans un cas, avec une ligature. Il a piétiné au moins une victime à mort pendant son sommeil, et il a torturé une autre en la choquant avec un fil électrique sous tension. Ramirez a été rapidement identifié après avoir tenté un cambriolage. Après qu'un moulage de l'empreinte de Ramirez et une empreinte digitale ait été obtenue à partir d'une Toyota volée, sa photo d'identité judiciaire a été diffusée au public. Le 30 août 1985, Ramirez a pris un bus pour Tucson, en Arizona, pour rendre visite à son frère, sans le savoir. Il était devenu le sujet principal de pratiquement tous les grands journaux et programmes d'information télévisés à travers la Californie. Lorsqu'il a finalement réalisé qu'il était recherché, il a essayé de voler une voiture et de s'échapper. Cependant, il a été attrapé, sévèrement battu et retenu jusqu'à ce que la police arrive et l'emmène. Sur les infractions de meurtre au premier degré, le jury a rendu des conclusions sur les circonstances spéciales alléguant le Code pénal de Californie, section 190.2. Il a été accusé de 13 chefs de meurtre, 5 chefs de tentative de meurtre, 11 agressions sexuelles et 14 cambriolages. Le 7 novembre 1989, il a été condamné à mort dans la chambre à gaz. Au tribunal, il semblait sans remords, voire joueur. Compte 2, 5, 8, 9, 11, 13, 20, 24. Alors qu'il était emmené, il a dit quelque chose de bizarre. Il a dit « Et alors ?» La mort a toujours fait partie du territoire. À bientôt à Disneyland. Le procès a coûté 1,8 million de dollars, ce qui en faisait à l'époque le procès pour meurtre le plus cher de l'histoire de la Californie. Pendant que Ramirez attendait son procès, il a d'une manière ou d'une autre gagné des fans qui ont commencé à lui écrire des lettres et à lui rendre visite. Il s'est également marié en 1996. Il a fait appel de sa condamnation à mort en 2006 et 2007, mais ils ont été rejetés. En 2009, des preuves ont révélé qu'il était responsable du meurtre de sa première victime. Cette information était initialement inconnue. Ramirez ne serait pas exécuté car il est mort le 7 juin 2013, après avoir souffert d'un lymphome à cellule B. Son corps a été incinéré. Une recette, la pauvreté, la drogue, la maltraitance des enfants, ces choses, vous savez, contribuent à une personne, à la frustration d'une personne. Dans une interview rare, il a parlé de la façon dont les tueurs en série se forment, mais a refusé de parler de ses crimes. Ensuite, bien que le crime horrible de Quentin Smith ait laissé un impact durable, les rebondissements qui suivent dans son histoire sont encore plus troublants. Ce moment où il a formé le but de tuer ses 2 officiers parce qu'il ne retourne pas en prison. À Columbus, Ohio, le 10 février 2018, les officiers Eric Joring et Anthony Tony Morelli ont répondu à un incident de violence domestique à Westerville.
Une femme avait appelé le 911 pour demander de l'aide avant de raccrocher. La femme, qui s'appelait Chance, était mariée à un homme nommé Quentin Smith. Lorsque les officiers sont arrivés sur les lieux de l'incident, il a été découvert que Quentin Smith avait frappé et étranglé sa femme. Il l'avait accusé de le tromper avant de l'étrangler jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Quand elle s'est réveillée, elle a appelé le 911 en pleurant, mais n'a rien dit parce qu'elle avait peur que son mari l'entende parler aux autorités. Lorsque les policiers sont arrivés, Smith est devenu furieux que Chance ait appelé la police et pris les armes qu'il avait mises dans le canapé, ce qui a provoqué une bagarre entre les trois hommes. Smith a tiré sur Joring et Morelli à leur arrivée. Il a tiré une fois sur Morelli dans la poitrine, ce qui a traversé son cœur et ses poumons, avant de tirer 3 fois sur Joring dans les bras et la tête. Joring est mort immédiatement, et Morelli est décédé plus tard ce jour-là à l'hôpital. Smith a également été touché par 5 balles, mais il a survécu. Quentin a été inculpé au tribunal de 2 chefs de meurtre aggravés et de possession d'une arme à feu. Quentin était interdit de posséder une arme à feu au moment où il a tiré et tué les officiers. En raison de la nature de l'incident, le procès pour meurtre de Quentin a duré 2 ans. Cette affaire a également attiré beaucoup d'attention du public et a suscité l'indignation des gens à travers le pays. L'ancien président Donald Trump et le gouverneur John Kasich ont tous deux commenté la manière brutale dont Quentin a assassiné ses hommes. Pendant le procès, l'un des témoins et collègues policiers, Timothy Ray, semblait visiblement bouleversé et luttait pour ne pas s'effondrer. Alors que je passais devant le premier appartement, un autre coup de feu a retenti. Une autre policière, qui était témoin sur la scène du crime, Stacy Pentecost, ne pouvait pas retenir ses larmes en donnant son témoignage au tribunal. L'officier Morelli était allongé sur le sol, se tenant sur son coude. C'était un moment émouvant pour beaucoup de personnes présentes au tribunal. Les familles de Morelli et Joring ont également été autorisées à faire des déclarations d'impact des victimes. Cette affaire est devenue la première où les familles de la victime ont été autorisées à faire des déclarations d'impact pendant le procès d'un crime capital. Le procureur et l'avocat de la défense se sont battus avec acharnement au tribunal pour présenter leurs affaires et arguments devant le juge et le jury. Tout reposait sur ces 2 parties car elles étaient les seules à pouvoir contrôler l'issue de l'affaire. Nous avons un jury dans l'impasse, incapable de se mettre d'accord sur le fait que les circonstances aggravantes l'emportent sur les facteurs atténuants au-delà de tout doute raisonnable. Nous rendons à l'unanimité la peine de réclusion à perpétuité pour le chef d'accusation numéro 1. Quentin n'a montré aucune émotion lorsque le jury lui a lu sa sentence. Bien qu'il ait été éligible à la peine de mort, il a été condamné à 2 peines de réclusion à perpétuité consécutive, sans possibilité de libération conditionnelle. Indépendamment de la punition, cela a mis fin à un procès qui a duré 2 ans. Les victimes ont été honorées par des autoroutes dédiées à leur mémoire. Si vous êtes enragé par le manque total de remords ou d'émotion de Quentin Smith, attendez de voir comment Dante Morris réagit à sa condamnation. C'est un chef d'accusation pour meurtre prémédité au premier degré de David Curtis. La Cour a prononcé la peine de mort. Dante Morris est considéré comme le tueur de Tampa Bay depuis plus de 13 ans maintenant. Morris a assassiné entre 5 et 7 personnes entre le 18 mai et le 29 juin 2010 à Tampa, en Floride. Morris avait tué Derek Anderson, âgé de 21 ans, Harold Wright, âgé de 25 ans, et Rodney Johnson, âgé de 42 ans, en raison de transactions de substances qui ont mal tourné. Il a tué ces hommes entre le 18 mai et le 8 juin. Ainsi, Morris est devenu un homme recherché par le département de police de Tampa pour le meurtre de ces hommes. À peine 20 jours après avoir tué ces hommes, les officiers de police Jeffrey Kokab et David Curtis ont repéré Morris et ont tenté de l'arrêter parce que la voiture dans laquelle il se trouvait avait des plaques d'immatriculation manquantes. Il était passager dans une voiture conduite par sa petite amie, Courtney Brantley, lorsqu'ils ont été arrêtés par les officiers à East Tampa. Lorsque l'officier Curtis a essayé de vérifier la voiture, il a découvert que Morris était déjà recherché pour fraude de chèque à Jacksonville. Quand Curtis a découvert cela, il a appelé Kokab pour obtenir de l'aide. Malheureusement, lorsque les officiers ont dit à Morris de mettre ses mains derrière son dos, il a répondu en tirant sur les officiers à la tête avec une arme dissimulée, avant de s'enfuir à pied de la scène du crime. Un témoin a immédiatement appelé la police et un grand groupe d'entre eux a commencé à chercher Morris. Le meurtre avait été enregistré par la caméra de bord de la voiture de patrouille de Curtis Rowe, et c'est de là qu'ils ont identifié Morris. Ils ont également identifié la petite amie de Morris, qui a fui la scène, quittant la voiture avant de se cacher dans un appartement.
En raison de la gravité de cette affaire et du fait que c'était la pire chose qui soit arrivée au département de police de Tampa, une chasse à l'homme à grande échelle a été organisée pour rechercher Maurice. La recherche de lui est devenue la plus grande chasse à l'homme de l'histoire de Tampa. 1000 agents de 22 agences ont été déployés pour le rechercher. D'autres agents comprenaient des équipes SWAT, des véhicules blindés, des équipes cynophiles et des hélicoptères équipés de caméras thermiques, ainsi que des responsables de l'ATF ont été envoyés pour chercher Maurice. Ils ont fini par fouiller environ 300 maisons pendant la chasse à l'homme. Une récompense pour des indices menant à son arrestation a été augmentée à 100 000 $. Et le 2 juillet 2010, Dante Morris a été arrêté dans un cabinet d'avocats à Tampa avant d'être conduit dans une cellule isolée. Cette affaire a attiré une énorme attention médiatique après la diffusion de la chasse à l'homme. Morris a été inculpé au tribunal pour une série d'infractions. Il a été accusé de 4 chefs de meurtre aggravés, de résistance à l'arrestation, de tentative de vol à main armée, d'évasion, de vol de voiture, de possession de drogue et de coups et blessures dangereux. Il a été révélé plus tard qu'il avait tué 2 autres personnes afro-américaines à Tampa avant les agents. Il a été jugé pour la première fois en juillet 2012 pour le meurtre de Rodney Johnson, âgé de 42 ans, et il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. En novembre 2013, il a finalement été jugé pour le meurtre des agents Kokab et Curtis. Le condamné n'a pris que 4 heures, car il y avait une preuve du meurtre provenant de la caméra de bord. Pendant le procès, l'épouse de Jeffrey Kokab, Sarah Kokab, a fait une déclaration d'impact sur la victime, et elle a parlé de la façon dont Maurice lui a enlevé son mari. Cela a été encore plus difficile pour elle car Jeffrey et Sarah attendaient un bébé. Un mois après que Maurice a tué les agents, leur fille est née morte, et cela a fait trembler la voix de Sarah alors qu'elle parlait. Je ne peux vraiment tout simplement pas. Je ne peux pas du tout imaginer qu'il soit... Dante, la tante de Maurice, a également été appelée à la barre, et elle a pleuré de manière incontrôlable, en disant qu'elle croyait que Maurice était coupable de ses crimes. C'est le 2e chef d'accusation pour le meurtre prémédité au 1er degré de Jeffrey Kokab, condamné à mort. Le jury l'a reconnu coupable de double meurtre, et en mai 2014, il a été condamné à mort. Maurice n'a montré aucune réaction lorsque le jury a prononcé sa sentence. Il a reçu 2 autres peines de mort entre 2014 et 2015, lorsqu'il a été transféré dans le couloir de la mort par le juge William Dante. Au moins, Dante Morris n'a pas tendu d'embuscade et tué des policiers de manière brutale et douloureuse, comme ce salaud. Selon l'accusation, il s'agissait d'exécution. Les 2 victimes ont été abattues à plusieurs reprises, mais Elliot Knox affirme qu'il n'a rien à voir avec les fusillades. Le 16 décembre 2021, 2 personnes ont été assassinées à quelques heures d'intervalle à Baltimore avant la fin de la journée. La première victime était l'agent de police Keona Hawley, qui était un membre actif du département de police de Baltimore. La seconde était Justin Johnson, âgé de 27 ans. Les 2 victimes ont été abattues et tuées dans ce qui a été qualifié de meurtre en embuscade. Le coupable, Elliot Knox et Trayvon Shaw. La partie la plus déroutante de cette affaire était qu'il semblait n'y avoir aucun motif pour les meurtres commis par ces 2 individus. Le jour des meurtres tragiques, Keona Hawley était assise dans sa voiture de patrouille à Curtis Bay lorsqu'elle a été abattue à plusieurs reprises sous différents angles. À peine 90 minutes plus tard, les hommes se sont rendus à Yale Heights et ont tiré 6 fois dans le dos de Johnson alors qu'il était également assis dans sa voiture. Polly a été immédiatement placée sous assistance respiratoire en raison de la gravité de ses blessures, mais malheureusement, elle est décédée 8 jours plus tard, le 23 décembre. La recherche d'un suspect a commencé et finalement, les preuves de sécurité, de caméras, de surveillance, de téléphones portables et d'ADN ont placé à la fois Knox et Shaw sur les lieux des 2 fusillades. Plus tard, au cours de l'enquête, 2 armes à feu ont été trouvées dans la maison, dont l'une a été utilisée pour tuer à la fois Holly et Johnson. Knox a été arrêté peu après et a été inculpé de 2 chefs de meurtre au 1er degré et de 2 chefs de complot en vue de commettre un meurtre. Il a été révélé plus tard par l'accusation que le mobile derrière le meurtre de Johnson était qu'il devait $100 à Shaw. Un témoignage choquant a été fait par Knox, ce qui a donné l'impression d'un mobile. Knox a dit à la cour et à la famille de la victime que Shaw avait affirmé que Holly était membre de la Black Guerrilla Family, un gang tristement célèbre, et que le gang voulait l'éliminer. Selon Knox, Holly et plus de 100 policiers de Baltimore avaient formé une alliance illégale avec la BGF, et ils donnaient souvent à la BGF les noms et identités de trafiquants de substances autour de Baltimore pour qu'ils les volent. Il a également affirmé que les officiers prenaient des substances et des armes aux trafiquants pour les utiliser comme accessoires.
Ainsi, le programme Safe Streets du maire de Baltimore semblerait plus efficace et pertinent. Cependant, la sœur de Kennison Hawley, LaWanda Sykes, a déclaré que c'était un mensonge et qu'il n'y avait aucune chance que Hawley soit membre d'un gang. Ces allégations extravagantes ont également été rejetées par le jury car ils ont estimé qu'il s'agissait de diffamation. Les preuves ont également montré qu'Elliott devait être le plus proche de la voiture de patrouille de Hawley lorsque lui et Shaw l'ont assassiné. Le père de la deuxième victime de Knox, Harold John, a dit « Je souhaite qu'il y ait une autre façon de pénaliser ces gars parce que Justine et l'officier Hawley sont partis. Et le problème, c'est que le contribuable doit payer la facture pour ces gars pour le reste de leur vie. Et je souhaite qu'il y ait une autre façon de les pénaliser. » Justine John, âgé de 27 ans, était père de 5 enfants avant d'être assassiné par Knox. Le procureur aurait déclaré ce qui suit après la condamnation de Knox. L'avocat, Ivan Bates, a dit « La condamnation d'aujourd'hui d'Elliott Knox transmet un message sans équivoque que les actes de violence qui ont affligé nos communautés ne seront pas tolérés. Cette peine garantit que M. Knox ne pourra plus jamais nuire à quiconque à Baltimore. » Lors d'un autre procès, l'accusation a déclaré au jury que les deux hommes avaient ciblé Hawley et l'avaient exécutée. Selon lui, il savait qui elle était et où elle se trouvait. Alors ils l'ont assassinée pendant qu'elle travaillait. En fait, l'une des plus grandes choses que nous voulons savoir est pourquoi cela s'est produit. Je ne me reposerai pas. Je ne serai pas satisfait tant que je ne saurai pas qui. Et pourquoi cela a été fait à ma sœur. En mars 2024, Knox a été condamné à 2 peines de réclusion à perpétuité consécutive pour le meurtre des 2 victimes. On a dit que ses émotions allaient de la défiance à l'accusation. Il aurait constamment essayé d'éviter de prendre la responsabilité et de justifier ses actions. Il a dit à la cour, avec l'aide de son avocat, qu'il n'avait été qu'un complice parce que Shaw lui avait dit de cacher les armes. Cela n'a pas empêché le jury de le condamner à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Après avoir tué un policier, allons à l'autre bout de la ville et prenons le fils de quelqu'un. Quelqu'un les a envoyés pour le faire. Après la condamnation, la sœur de l'officier Hawley a déclaré qu'ils avaient encore besoin de connaître la raison derrière le meurtre de sa sœur. Elle a insisté sur le fait qu'elle ne se reposerait pas tant qu'elle ne saurait pas qui avait ordonné sa mort et pourquoi. Ensuite, nous nous tournons vers le cas troublant de Kelsey Turner. Son crime a choqué beaucoup de gens car il a révélé un côté sombre que peu auraient pu prédire. Judy était inquiète à propos de cette femme. Kelsey Turner, mannequin de 25 ans, pour Playboy et Maxim. Judy dit que Kelsey extorquait de l'argent au docteur Burchard. Kelsey Turner était autrefois une figure éminente de l'industrie du mannequinat pour adultes, apparaissant sur les couvertures de Playboy Italia et Maxim, et amassant un nombre considérable de followers sur les réseaux sociaux. Elle partageait son temps entre Salinas, Californie et Las Vegas, Nevada, travaillant à construire sa carrière. Cependant, comme l'industrie du mannequinat s'est avérée très imprévisible, les opportunités ont commencé à se tarir. Et Turner a fait face à des difficultés financières importantes. À ce stade, elle était également mère célibataire. Burchard avait l'habitude d'aider les autres et de s'engager avec de jeunes filles attirantes qu'il rencontrait en ligne, comme Kelsey. C'est selon son ami qui ne voulait pas être identifié. À la fin des années 2010, Turner a conclu un accord financier avec le docteur Thomas Burchard, un psychiatre pour enfants de 71 ans. Au cours de plusieurs années, Burchard lui a fourni plus de 750 000 $, couvrant des dépenses comme son assurance automobile et le loyer de sa maison à Las Vegas. Selon Judy Earp, la fiancée de Burchard, de nombreuses personnes demandaient l'aide du docteur, mais Kelsey était différente. Judy a affirmé que Kelsey demandait souvent de l'argent sous prétexte qu'elle en avait besoin pour les médicaments de son fils ou d'autres urgences. Judy Earp, sa compagne depuis 17 ans, était de retour chez eux en Californie et sentait que le docteur avait des ennuis. Début 2019, Judy, qui soupçonnait que Burchard montrait les premiers signes de démence, l'a exhorté à mettre fin à la relation. Burchard a accepté et prévoyait de confronter Turner le 1er mars 2019 pour lui dire qu'il ne lui fournirait plus de soutien financier. Il n'est jamais revenu de ce voyage. Peut-être que je rentrerai juste chez moi avec le prochain vol. Judy Earp a signalé la disparition de Burchard, ce qui a déclenché une enquête. Le 7 mars, la police a découvert la Mercedes-Benz abandonnée de Burchard dans le désert de Las Vegas. À l'intérieur, ils ont trouvé du sang, des gants et une batte de baseball. Le coffre contenait un corps enveloppé dans des draps, identifié comme étant le docteur Burchard, grâce à une carte de crédit trouvée sur les lieux. Lors de l'autopsie, le médecin légiste a conclu que Burchard était mort d'un traumatisme contondant, qualifiant sa mort d'homicide. Répétons que ce ne sont pas, vous savez, en fait, les gens avec qui vous
Le genre de personne avec qui vous voulez vous associer? Les détectives ont interrogé Judy, qui a partagé des détails sur les plans de Burchard de couper les liens avec Kelsey. Lorsqu'ils ont fouillé la maison de Kelsey, ils ont trouvé des preuves de sang et une tentative de nettoyer la scène. En utilisant les données des téléphones portables, les autorités ont suivi Kelsey et ses colocataires Diana, Pena et John Kennison jusqu'à l'hôtel Rio. Au moment où les agents sont arrivés, les trois étaient repartis. Nous vivons et où? Les enquêteurs croient que le docteur Burchard a été assassiné. La colocataire de Kelsey, Diana Pena, a déclaré à un grand jury que Kennison avait attaqué le docteur Burchard avec une batte de baseball. L'enquête a pris un tournant clé lorsque le journal de Burchard a été trouvé, contenant des entrées sur des accusations que Kelsey avait portées contre lui concernant des images inappropriées d'enfants. Malgré ces allégations, aucune preuve de ce type de matériel n'a été trouvée sur les appareils électroniques de Burchard. Judy a déclaré que les accusations avaient profondément troublé Burchard en raison de son parcours professionnel. La colocataire de Kelsey, Diana Pena, a plaidé coupable de complicité de meurtre et devrait témoigner lors de leur procès. Kelsey, Diana et John ont finalement été localisés. Les empreintes digitales de la voiture de Burchard correspondaient à celles de Diana et John. Diana a admis à la police que Kelsey avait été contrariée lorsqu'elle a appris que Burchard prévoyait de la couper financièrement. Elle a dit que Kelsey avait ordonné à John de confronter Burchard, ce qui a conduit John à le frapper mortellement avec une batte de baseball. John a ensuite conduit la voiture de Burchard avec le corps dans le coffre et l'a abandonné dans le désert. Il semble qu'elle ait obtenu une libération conditionnelle, donc elle obtient. Traitement préférentiel ici. Et il sera intéressant de voir si le jury pense en fait qu'elle pourrait être la mauvaise personne. Diana Pena a accepté un accord de plaidoyer pour complicité de meurtre et a été condamnée à 3 ans de probation. Johnny Kennison a plaidé coupable de meurtre et a reçu une peine de prison de 18 à 45 ans en 2022. Kelsey Turner a accepté un plaidoyer Sanford reconnaissant la force des preuves contre elle sans admettre sa culpabilité. Elle a été condamnée à 10 à 25 ans de prison et sera éligible à la libération conditionnelle lorsqu'elle aura 36 ans en 2029. Lors de ses audiences au tribunal, le comportement de Kelsey Turner a attiré l'attention, car elle était souvent vue souriante et posant pour les caméras, ce que beaucoup ont trouvé surprenant compte tenu des accusations graves auxquelles elle faisait face. 3,75 ans qu'elle a déjà passé incarcérée et ne montre toujours aucun signe de réhabilitation. Alors que certains ont interprété ses actions comme une tentative de paraître confiante ou de garder son calme, d'autres les ont vues comme une preuve d'indifférence envers le crime et ses conséquences. Actuellement, Kelsey Turner purge sa peine au centre correctionnel pour femmes Florence McClure dans le Nevada. Si vous avez trouvé l'affaire de Kelsey Turner choquante, préparez-vous à une histoire encore plus troublante. Les actions de Samantha Sanford ont brouillé la ligne entre trahison et violence d'une manière que peu auraient pu prédire. Tout ce qu'il pouvait pour maintenir la famille à flot financièrement. Il avait 2 emplois. Elle ne travaillait pas. Ernie Ibarra Jr. et Samantha Sanford ont commencé à sortir ensemble en 2008, formant rapidement un lien qu'Ernie croyait durer toute une vie. Samantha, qui avait donné naissance à des jumeaux à 19 ans avec son petit ami du lycée, semblait être un partenaire idéal pour Ernie, et leur relation s'est renforcée à mesure qu'ils agrandissaient leur famille. En 2011, ils ont accueilli un 2e jeu de jumeaux, suivi d'un autre enfant en 2013. À ce moment-là, leur foyer était passé à un total de 7 personnes, et Ernie travaillait sans relâche pour subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants, prenant 2 emplois. Un dans une entreprise de fabrication de battes pendant la journée, et un autre chez Little Caesars le soir. Salut YouTube. Aujourd'hui, beaucoup de choses m'ont énervé, alors vous allez en entendre parler. Ton père n'a pas grand-chose à voir avec cette grossesse. C'était nul. Alors qu'Ernie jonglait entre le travail et la vie de famille, Samantha s'est tournée vers les réseaux sociaux pour joindre les deux bouts. Elle a lancé une chaîne YouTube, partageant des histoires sur sa vie, ses expériences parentales et ses aspirations à travers sa chaîne. Samantha parlait franchement des défis d'être une jeune mère de 5 enfants et mettait en avant ses intérêts et sa personnalité. C'était sa seule priorité et sa famille était vraiment laissée de côté. Que penses-tu de moi faisant des vidéos YouTube? Eh bien... Alors que le contenu de Samantha commençait à lui bâtir une audience en ligne, la famille d'Ernie a remarqué qu'elle changeait. La sœur d'Ernie, Abigail, a commencé à craindre que l'attention de Samantha sur sa chaîne ne pèse sur ses responsabilités familiales. Abigail a observé que Samantha passait plus de temps à créer du contenu et à chercher l'attention en ligne, et moins de temps à s'occuper de ses enfants. Ce changement de priorité a causé des frictions entre Samantha et Ernie, qui préféraient rester discrets et éviter l'attention que Samantha recherchait. Alors, oui, je les ai oubliés. Parce que tu as 7 iPads de merde dans la main.
au moins si tu fais attention. Mais seulement parce que c'est un épisode foutrement hilarant. Leur relation était encore plus tendue par des problèmes de confiance et de jalousie. La passion d'Ernie pour les jeux vidéo est devenue un point de discorde lorsque Samantha a découvert que l'avatar en ligne d'Ernie avait épousé un personnage féminin. Cet incident a mis Samantha en colère, qui estimait qu'Ernie ne lui avait pas encore donné l'engagement d'une bague de fiançailles, malgré leurs 5 enfants et leurs années de vie commune. Malgré ces défis, Ernie a demandé Samantha en mariage en 2014, et le couple a essayé d'aller de l'avant. Les assaillants, cela fournit un nouvel indice. N'avez-vous entendu dire autre chose en dehors de ce que vous nous avez dit? Ils ont dit que c'était à cause de son père. Et puis, à cause de son père? Oui, d'accord. Cependant, le 20 février 2015, tout a changé. Samantha a appelé sa mère, Rosie, en panique, affirmant que des intrus étaient entrés chez eux, avaient emmené Ernie et l'avaient ligoté. Rosie, profondément inquiète, a appelé sa sœur, Ginger, qui s'est précipitée chez Samantha et Ernie. Ginger a trouvé Samantha attachée et entravée, et la scène était troublante, avec des signes d'effraction et une porte d'entrée endommagée indiquant une lutte. Oui, je suis juste tombé sur ma mère. Je pense que tu sais exactement qui a fait ça. Je pense que l'histoire est inventée à propos de nous. Je pense que l'histoire est inventée à ce sujet. Ton père, et des choses comme ça. Les secours ont soigné Samantha sur place avant qu'elle ne soit emmenée au bureau du shérif du comté de Titus pour être interrogée. Samantha a dit au détective qu'elle et Ernie dormaient lorsque l'effraction a eu lieu, peu après 1h du matin. Elle a affirmé que les intrus ont fait irruption dans leur chambre, l'un tenant un couteau à sa gorge, tandis qu'un autre traînait Ernie. Samantha a dit que pendant ce moment chaotique, elle a été emmenée en bas et les hommes l'ont narguée en frappant Ernie au visage avec une arme. Après le départ des intrus, Samantha a réussi à se libérer et a appelé sa mère à l'aide. Les détectives ont insisté pour que Samantha décrive les intrus, mais elle a dit qu'ils portaient tous des vêtements noirs et des masques, l'empêchant de les identifier. Samantha a reconnu qu'elle et Ernie avaient un passé difficile, y compris une arrestation en 2014 pour violence domestique présumée. Mais elle a insisté sur le fait que les choses s'étaient améliorées entre eux depuis lors. Il se passe plus de choses ici et ils doivent creuser plus profondément. Qu'est-ce que tu as dit quand il a dit qu'il allait s'occuper de ce problème? Qu'il le ferait. J'ai ri de lui. Je pensais qu'il blaguait. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, Samantha a évoqué un secret potentiel. John Kelsey Sanford, connu sous le nom de Johnny Rhett, elle a affirmé qu'elle avait partagé des détails sur le prétendu préjudice d'Ernie avec Johnny, qui aurait pu le prendre comme une raison d'intervenir. Sanford, un ancien détenu avec un passé criminel, a été amené pour être interrogé. Il a admis être impliqué dans un complot pour nuire à Ernie, révélant qu'il avait recruté 2 complices, Octavius Lamar Reams et José Antonio Ponce, pour exécuter le plan. Elle avait précédemment décrit qu'ils étaient 3, donc je pense que les forces de l'ordre croyaient qu'il y avait au moins une autre personne impliquée. Ponce a également appréhendé Octavius Lamar Reams. Sanford a avoué que lui, Reams et Ponce avaient tendu une embuscade à Ernie et l'avaient emmené dans un endroit isolé dans le comté de Kent, au Texas. Là, ils ont tiré sur Ernie à la tête, laissant son corps dans un endroit reculé. Les enquêteurs ont découvert des preuves de communication entre Samantha et Reams, y compris des messages textes décrivant le complot pour éliminer Ernie. Samantha, Sanford, Reams et Ponce ont tous été arrêtés et accusés d'enlèvement aggravé et de meurtre. Oh, tu sais, Sam, tu sais que je ne suis pas ici pour te mentir. Tu sais que je sais. La seule autre chose que je sais, et je ne sais même pas, je sais, c'est que c'est un aquarium. D'accord. En avril 2016, Sanford et Ponce ont accepté des accords de plaidoyer et ont chacun été condamnés à 50 ans de prison. Le procès de Reams a commencé en décembre 2016 et il a été reconnu coupable de toutes les charges, recevant une peine de 93 ans. Le procès de Samantha a débuté en septembre 2017, où les preuves et les témoignages ont révélé l'étendue de son implication. Elle a été reconnue coupable et a reçu une peine de 99 ans pour meurtre, à purger consécutivement à sa peine de 50 ans pour enlèvement. L'argent était une lutte constante. Vous savez, son mari travaillait à plusieurs emplois à temps partiel. Beaucoup de gens m'ont arrêté pour me demander comment je gère les choses. Honnêtement, c'est difficile. Bien que la réaction du public à la condamnation de Samantha Sanford ait été un soulagement, c'était finalement une tragédie pour tous les impliqués. Ses 5 enfants se retrouvent maintenant sans mère ni père. Ils font maintenant face à un avenir incertain. La trahison calculée de Samantha Sanford s'est terminée par une perte dévastatrice. Mais le prochain cas nous emmène vers une tragédie encore plus déchirante. Claire Miller, une adolescente dont les actions choquantes contre sa propre sœur ont laissé une famille et une communauté sous le choc.
Elle a poignardé sa sœur Hélène, qui avait une paralysie cérébrale, le matin du 22 février 2021. Ses parents ont témoigné au procès qu'ils avaient perdu Hélène et ne voulaient pas perdre Claire également à cause de la prison. Aux premières heures du matin du 22 février 2021, le département de police de Mannheim Township a été appelé au domicile de la famille Miller. Après que Claire Miller, âgée de 14 ans, qui avait une présence active sur TikTok, ait passé un appel au 911, admettant qu'elle avait tué sa sœur. Lorsque les officiers sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé Claire à l'extérieur, debout dans la neige, avec du sang sur son pantalon de pyjama. Claire a conduit les officiers à l'intérieur, les dirigeant vers la chambre, où Hélène Miller, âgée de 19 ans, gisait sans vie. Hélène, qui était née avec une paralysie cérébrale, dépendait d'un fauteuil roulant pour se déplacer et ne pouvait pas marcher. La famille Miller avait adapté leur maison pour répondre aux besoins d'Hélène, s'assurant qu'elle avait un espace sûr et confortable pour vivre. Une adolescente accusée d'avoir tué sa sœur restera dans le comté de Lancaster jusqu'à son procès. Claire Miller, âgée de 16 ans, sera jugée comme une adulte. Le juge a décidé que Miller restera dans le comté de Lancaster. Claire a été immédiatement placée en détention. Selon la loi de Pennsylvanie, l'homicide n'est pas considéré comme un crime juvénile, ce qui signifie que Claire, malgré son âge, devait être inculpée comme une adulte. Cette exigence légale n'a pas été prise à la légère, car elle impliquait de traiter une jeune adolescente avec le même processus juridique réservé aux adultes accusés de délits graves. Claire Miller était une enfant qui avait tout, mais était obsédée par l'homicide. Citant des milliers de messages textes, elle a envoyé à un ami exprimant le désir de faire du mal à quelqu'un, disant que même si elle aimait sa sœur Hélène, elle l'a poignardée à mort. Le processus juridique qui a suivi s'est fortement concentré sur la santé mentale de Claire. Il a été constaté qu'elle traversait une crise de santé mentale au moment de l'incident. En Pennsylvanie, le meurtre au 3e degré est défini comme un homicide involontaire, résultant d'actions imprudentes ou dépravées. Il est distinct du meurtre au 1er degré, qui nécessite une préméditation, et du meurtre au 2e degré, qui implique un meurtre survenant lors de la commission d'un autre crime grave. Claire Miller a été condamnée à une peine de 12 à 12 ans et demi à 40 ans de prison, plaidant coupable de meurtre au 3e degré. Le juge du comté de Lancaster supervisant l'affaire a déterminé. En 2023, Claire, maintenant âgée de 16 ans, a plaidé coupable de meurtre au 3e degré. Ce plaidoyer était significatif car il indiquait que Claire acceptait la responsabilité de ses actes, mais n'admettait pas la préméditation ou l'intention de tuer. En plaidant coupable, elle a reconnu que son comportement montrait un mépris pour la vie humaine, ce qui a entraîné la mort de sa sœur. Miller était mentalement malade, mais pas mentalement handicapé lors de l'imposition de la peine. Le 22 février 2021, la police de Mannheim Township a découvert la sœur de Miller, âgée de 19 ans. Lors de l'audience de détermination de la peine, la procureure Heather Adams a décrit l'affaire comme particulièrement tragique. Elle a souligné que la vulnérabilité d'Hélène et les actions de Claire rendaient la situation encore plus douloureuse. Heather Adams a noté que bien que la crise de santé mentale vécue par Claire ait été un facteur, cela n'effaçait pas sa responsabilité dans la mort d'Hélène. La procureure a souligné que le tribunal devait équilibrer le besoin de responsabilité avec le jeune âge de Claire et son état mental au moment du crime. La vidéoconférence. Elle est accusée d'avoir tué sa sœur handicapée, Helen, dans leur maison de Mannheim Township en février. Le juge a finalement condamné Claire à une peine de 12 ans et demi à 40 ans de prison. Cette décision visait à la tenir responsable de ce qui s'était passé, mais laissait également la possibilité d'une réhabilitation au fil du temps. Le plaidoyer de culpabilité de Claire et la condamnation qui a suivi ont mis en lumière le défi complexe de concilier justice et compassion, en particulier dans les affaires impliquant des mineurs et des problèmes de santé mentale. À Mannheim Township, elle a appelé la police, un peu après, en heure du matin, et a dit qu'elle avait tué sa sœur. Les agents ont répondu à l'appel et se sont rendus à la maison où Claire les a dirigés vers une chambre. Pour la famille Miller, cette affaire a été dévastatrice à plusieurs niveaux. Ils avaient déjà enduré la douleur inimaginable de perdre Hélène, qui avait été chérie et faisait partie intégrante de leur vie. Le chagrin de cette perte était aggravé par la réalité que Claire ferait maintenant face à des années d'emprisonnement. De plus, la famille devait essayer de se réconcilier avec la douloureuse contradiction d'aimer Claire et de pleurer Hélène, sachant que les actions de l'une avaient changé leur famille entière à jamais. Les actions tragiques de Claire Miller contre sa propre famille étaient déchirantes, mais le cas suivant révèle un acte de rébellion glaçant et violent. Isabella Guzman, une jeune femme dont l'attaque horrifiante contre sa mère a choqué tous ceux qui ont entendu les détails.
En 2013, dans la paisible communauté de banlieue d'Aurora, Colorado, Isabella Guzman, une adolescente apparemment ordinaire de 18 ans, a assassiné sa mère, Yoon-mi Hoi, dans un acte de violence horrible qui a laissé même les enquêteurs chevronnés. Stupéfaits. Yoon-mi Hoi, une mère de 47 ans, a été poignardée, plus de 70 fois dans une attaque si frénétique. Cela a laissé 79 blessures sur son cou, son visage et son torse. Le crime n'était pas seulement tragique, il était profondément troublant. Et que sa mère était suffisamment préoccupée pour appeler la police le 28 août. Ils sont venus à la maison et ont dit à Isabella que sa mère pouvait la mettre dehors à cause de son comportement. Cela semblait l'avoir calmée. La nuit du meurtre a commencé avec une tension latente dans la maison familiale. Selon les témoignages, Yoon-mi et Isabella se disputaient depuis des semaines. Leur relation était tendue jusqu'au point de rupture. Ce soir-là, le beau-père d'Isabella était à la maison lorsqu'il a entendu le vacarme à l'étage. Lorsqu'il s'est précipité pour enquêter, il a découvert une scène horrifiante. Isabella se tenait au-dessus du corps sans vie de Yoon-mi. Le sol était couvert de sang. En état de choc, son beau-père ne pouvait pas faire grand-chose alors qu'Isabella fuyait la maison. Le beau-père de Guzman a entendu un bruit sourd, a couru à l'étage et a vu du sang s'écouler sous la porte de la salle de bain. Les documents judiciaires indiquent qu'il a ensuite vu Guzman sortir de la salle de bain avec un couteau à la main. Les forces de l'ordre sont rapidement arrivées sur les lieux, mais Yoon-mi Hoi était au-delà de tout secours. Les officiers et les ambulanciers ont décrit la scène comme l'une des plus horribles qu'ils aient jamais rencontrées. Une chasse à l'homme pour retrouver Isabella a commencé immédiatement. Elle a été retrouvée le lendemain et placée en détention, accusée du meurtre de sa mère. Alors que les détails de l'affaire se dévoilaient, l'histoire a pris un tournant encore plus sombre et complexe. Dans les mois précédant le meurtre, Isabella luttait contre de graves problèmes de santé mentale. Lors de son procès, des médecins nommés par le tribunal ont révélé qu'Isabella avait été diagnostiquée avec une schizophrénie, une condition qui avait déformé sa perception de la réalité pendant des années. Au moment de l'attaque, Isabella croyait que sa mère n'était pas Yoon-mi, mais une figure de ses délires nommée Cecilia. Dans son esprit, elle était en mission pour tuer Cecilia, afin de sauver le monde d'une catastrophe imaginaire. La défense a présenté une preuve glaçante pour soutenir l'état délirant d'Isabella. Une lettre menaçante qu'Isabella avait envoyée à sa mère avant le meurtre. Elle disait « Tu paieras », mais était adressée à Cecilia. Ce détail bizarre dressait le portrait d'une jeune femme piégée dans une spirale dangereuse de paranoïa et de confusion. Son comportement erratique lors des audiences au tribunal n'a fait qu'accentuer le malaise. Parfois, elle semblait détachée, fixant les caméras d'un regard vide. Son expression était étrangement calme pour quelqu'un accusé d'un crime aussi odieux. La jeune femme de 18 ans a souri à la caméra en se levant et en se dirigeant vers la table de la défense cet après-midi, les bras et les jambes entravés. Après que le juge a lu la plainte contre elle, elle a regardé autour d'elle. Les procureurs et la défense étaient d'accord sur un point. Isabella était incapable de distinguer le bien du mal au moment du meurtre. Le tribunal a accepté son plaidoyer de non-culpabilité pour cause de démence. Au lieu de la prison, Isabella a été internée dans un hôpital psychiatrique d'État où elle resterait jusqu'à ce qu'elle ne soit plus considérée comme un danger pour elle-même ou pour le public. Une période qui pourrait durer des années ou même toute sa vie. J'ai été maltraitée à la maison par ma famille pendant de nombreuses années. Mes parents sont témoins de Jéhovah. Et j'ai quitté la religion quand j'avais 14 ans. Pour Isabella, les années qui ont suivi sont devenues un parcours de prise de conscience et de rétablissement. 7 ans après sa condamnation, elle a rompu le silence lors d'une interview avec Rick Salinger de CBS News. S'exprimant avec un calme apparent, Isabella a exprimé son désir de réintégrer la société. Elle a admis qu'elle n'était pas elle-même la nuit du meurtre et a attribué aux médicaments et à la thérapie le mérite de l'avoir aidée à retrouver son sens de la réalité. Il m'a demandé si je voulais entrer là-dedans et fouiller pour trouver des vêtements, alors je l'ai fait. L'autre patient est parti, et il est entré là-dedans et a fermé la porte derrière lui. Dans l'interview, elle a également partagé un aspect plus personnel de son histoire. Isabella a affirmé que ses difficultés avaient commencé bien avant le crime, en pointant du doigt des années de tourments émotionnels et de souffrance au sein de sa famille. Elle a décrit un sentiment d'isolement croissant après avoir choisi de s'éloigner de la foi des témoins de Jéhovah à l'adolescence, une décision qui a créé une rupture avec sa famille. Selon Isabella, le manque de compréhension et de soutien à la maison n'a fait qu'aggraver ses problèmes de santé mentale, la laissant vulnérable au délire qui finirait par la pousser à la violence. À ce jour, Isabella reste sous la garde de l'État, son avenir étant incertain. Les réactions glaçantes de ces tueurs psychopathes dans la salle d'audience révèlent la profondeur de leur obscurité, mais il y a encore plus à découvrir. La prochaine vidéo à l'écran plonge dans des affaires stupéfiantes, qui repoussent les limites de la folie et de la justice. Si vous pensiez que c'était choquant,
Attendez de voir ce qui suit. Ne le manquez pas.